Bonjour à toutes et tous. Au nom de toute l'équipe, soyez les bienvenus à Vidélio. Je suis Pascal Garnier de la BU Vidélio Post-Prod et nous sommes actuellement à bord du vaisseau de la station 141. En quelques mots, un plateau de 350 m² équipé d'un mur LED et d'un sol LED de 50 m², technologie XR, réalité augmentée, caméra traquée, motion capture, pilotable par une régie 2110, bref, un petit bijou, un labo regroupant toutes les dernières technologies pour mettre en lumière l'audio. C'est fabuleux. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement l'AFSI, l'Association française du son à l'image, regroupant essentiellement des chefs opérateurs du son, des monteurs son et des mixeurs. L'AFSI a sollicité Vidélio, un de ses partenaires, pour aborder les nouvelles versions du logiciel Pro Tools David, car depuis ces dernières années, nous vivons des sorties fréquentes et les utilisateurs n'ont pas forcément le temps d'y découvrir les nouvelles fonctionnalités, outils, astuces du logiciel. Nous allons donc tâcher d'y remédier. Grâce à notre partenaire Avid, que nous remercions chaleureusement, Jean-Gabriel Gandouillet nous fait l'honneur de sa présence, ainsi que toute l'équipe du marketing et commercial d'Avid France. Je tenais également à remercier la société Dolby présente parmi nous, avec qui nous avançons depuis quelques années pour fournir les meilleurs outils de montage et de mixage à tous nos prestataires de post-production français, européens, africains, sur Paris ou en région. Aussi pour écouter du bon son brut, la suite vous la connaissez, un acteur français incontournable fabricant d'enceintes nous fait l'honneur de présenter sa toute nouvelle gamme de monitoring actif. On verra ça en coulisses. J'ai nommé DK Audio, donc un grand merci à François Decruc et son équipe. Et pour conclure, je tenais à remercier l'ensemble des équipes de Vidélio et plus particulièrement Vidélio Post-Prod, ex-Capciné, dirigé par David Fontaine, et notre très chère équipe technique audio, orchestrée par Frédéricus et ses deux comparses expérimentés, Pierre Simion et Mathieu Nombo-Poati, qui s'efforcent à fournir un service de qualité et qui ont intégré plus d'une centaine de studios stéréo, LCR 5.0, 5.1, 7.1, Home Atmos, Atmos Music, Atmos Cinéma. Cela mérite le respect. Bravo à vous. Donc, un grand merci à l'équipe Post-Prod pour s'être mobilisée et rendre possible cet événement, pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et bien entendu, les équipes de la station 141 qui nous permettent de bénéficier en toute transparence d'une technologie de pointe pour débattre de nos sujets audio. Et pour finir, un énorme merci de la part de toute l'équipe de nous honorer par votre présence physique et virtuelle. Vous pouvez vous applaudir. Je vais laisser maintenant la parole à David Fontaine, On a rajouté une petite surprise à l'événement. On en a décidé très tard, hier soir avec Pascal et Avid. Pour remercier tous les gens de leur présence ce matin, on va faire un petit tirage au sort pour gagner une licence Avid Pro Tools Ultimate. Donc vous avez bien fait de venir. Tous les présents ont été notés sur des tickets. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort. Résultat à la fin de la session. Après notre excellent Jean-Gabriel qui va maintenant vous prendre la main sur la keynote. Merci. Merci. Un dernier petit mot. Un dernier petit mot avant que Jean-Gabriel aborde tous les différents sujets. À chaque fin de sujet, vous pourrez poser vos questions et on pourra aussi relayer les questions qui seront posées en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions à poser. Voilà. Un grand merci. Merci. Merci Pascal, merci David. Merci à tous d'être présents ce matin avec nous, les gens en présentiel, en ligne. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Vidélio et l'AFSI, Vidélio pour toute l'organisation, l'accueil au top pour cette présentation.
et voilà, toute l'équipe AFSI pour la collaboration pour cet événement. Alors, on va commencer juste, comme l'a dit Pascal, ça va être une présentation sur laquelle on va montrer pas mal de petites choses, un petit peu de récapitulatif sur les choses qui sont sorties cette année et des choses à venir. Mais n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, il n'y a pas de problème, que ça soit ici sur le plateau ou en ligne via le Teams. Voilà. Alors, cette année, depuis le début de l'année, on a sorti déjà 3 versions Pro Tools, donc la 23.3 en fait au mois de mars. 2 petits mots par rapport à cette version-là. Ça a été la version qui a apporté, la première à apporter le support Apple Silicon complet côté Pro Tools. On avait déjà sorti une version bêta publique à la fin de l'année dernière qui utilisait les puces silicone sur les stations Apple Silicon, M1, etc. Et cette version-là est la première en fait officiellement validée, qui a été officiellement validée pour travailler en natif sur ces ordinateurs. Alors, il est vrai que aujourd'hui, en fait, une grande majorité des plugins sont prêts pour, fonctionnent nativement sur ces stations-là. On sait, vous le savez, qu'il y a encore quelques fabricants qui n'ont pas encore sorti leur version Apple Silicon. On espère que tout ça sera 100% compatible en fait, au plus vite. Ouais. Il y avait beaucoup de choses, un petit peu musique dans cette version, donc je ne vais pas m'y attarder. En fait, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on a commencé à lancer en fait, à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le scripting SDK, le SDK pour Pro Tools, et qui consiste à ouvrir certaines commandes, fonctionnalités à l'intérieur de Pro Tools pour être utilisées par des applications tierces. Donc on pense aux applications tierces avec lesquelles on bosse très régulièrement. On va dire, donner un exemple comme Soundflow par exemple, voilà, qui avant en fait, cette intégration SDK utilisait beaucoup de portes dérobées ou de choses, en fait, de contournement pour pouvoir en fait, contrôler Pro Tools et faire tourner toutes les macros qu'ils utilisent. Depuis en fait, la sortie du SDK, et c'est quelque chose qui s'est agrémenté au fil des versions, et on va voir ça arriver avec chaque nouvelle version de Pro Tools, on a des nouvelles commandes, des nouvelles fonctions. D'accord ? Donc on a commencé avec des choses relativement basiques qui correspondaient aux imports, exports de projets, en particulier des imports AF directement dans Pro Tools qui pouvaient être commandés par des applications tierces. Mais voilà. Au fil des versions, on rajoute de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez, vous, en tant que... si vous développez des outils, ou vous voudriez développer des outils pour faire des fonctions un petit peu particulières combinées à Pro Tools, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui est accessible directement depuis le site Avid pour récupérer toute la documentation SDK qui est nécessaire à cette intégration. Alors, au mois de juin, on a sorti la 2e version de l'année. Voilà. Dans les choses importantes, on va dire, qui correspondent à cette version-là, c'était d'abord le support de nouveaux hardware Avid, donc le MTRX2, l'option Thunderbolt pour le MTRX2 et pour le MTRX Studio. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu à la fin de la présentation. On pourra parler de ces nouveaux équipements. Pour ceux qui sont ici, on pourra à la fin de la présentation, bien sûr, venir voir un peu plus en détail. Ici, on a un MTRX2 avec
une carte Thunderbolt. Donc, voilà. C'était quelque chose qui a été, on va dire, qualifié et intégré dans la version 23.6. L'autre chose qui est importante, c'est que, et je vais revenir un petit peu plus en détail juste après, on a fait beaucoup de travail et beaucoup de choses en fait sur les échanges Media Composer Pro Tools. Les envois de Media Composer vers Pro Tools. Et donc, encore une fois, à chaque nouvelle version, un petit peu comme le SDK, on rajoute des petites choses supplémentaires qui permettent de rendre encore plus efficaces en fait, ces échanges et ces fonctionnalités. Et parmi celles-ci, et je vous le montrerai sous le forme d'une petite démonstration, les pistes marqueurs. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est, pour toute la post-prod, et en particulier les monteurs son, c'est quelque chose de vraiment important. Et la possibilité vraiment d'avoir des marqueurs généraux dans le projet ou par piste, avec une gestion augmentée des commentaires, des couleurs, etc. On y reviendra aussi à la fin de la présentation, mais dans cette version-là, on a rajouté sur une interface qui s'appelle l'interface carbone des possibilités de monitoring surround. Et donc cette partie-là voilà, peut permettre, dans des cabines petites ou moyennes, de gérer et éventuellement d'aborder le format Atmos jusqu'au 5.1.4 ou 7.1.2. Et, très important également, les nouveaux formats de pistes et de bus, donc jusqu'au 9.1.6 et au 7e ordre pour l'ambisonique, qui sont arrivés en fait, effectivement aussi avec la 23.6. La dernière version en date, c'est la 23.9, d'accord, qui est peut-être assez identifiée musique aussi, parce qu'on a sorti en fait un outil qui s'appelle Pro Tools Sketch, qui est un outil un clip launcher non linéaire qui tourne sur tablette ou dans une nouvelle fenêtre dans Pro Tools, donc qui est bien sûr très très orienté musique, mais je suis sûr qu'on peut trouver plein de petites applications pour avoir un intérêt à ce mode non linéaire à l'intérieur d'une session qui permet éventuellement, par exemple, d'écouter un enregistrement qu'on vient de faire d'un bruitage ou d'une voix à travers un ensemble d'ambiances qu'on va avoir préparées dans notre session, ce genre de choses, par exemple. La fonction Export Selected Range, quand on fait un Save Session Copying, donc ça c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps par les utilisateurs de Pro Tools. Donc voilà, on est très content de l'avoir disponible dans cette version. Voilà. Après des petites choses comme la réorganisation de l'ordre des plugins, nouveaux raccourcis pour les marqueurs, des choses qui rentrent. C'est vrai qu'on a rajouté dans la 23.6 pas mal de choses au niveau des nouveaux formats de pistes ou de bus, d'accord, mais forcément, ça peut, on se retrouve avec un choix quand même relativement important de formats qui se retrouvent disponibles, et on a mis en place, que ce soit pour la création des pistes ou ou dans l'IO Setup, en fait, des outils pour filtrer en fait, les formats qu'on va éventuellement ne pas utiliser ou pour les réorganiser de manière différente. Alors, on va faire un petit tour et on va commencer par un petit récap également qui, au fil de mes discussions avec tous les utilisateurs, tout le monde n'est pas forcément toujours très au courant de ce qu'est l'Oxio et de ce que fait l'Oxio. C'est quelque chose qu'on a intégré dans Pro Tools à la fin de l'année dernière et qui est vraiment un outil extrêmement pratique pour faire transiter de l'audio à l'intérieur du même ordinateur. Et ça permet,
de garder en fait l'utilisation de notre moteur de lecture principal, par exemple le moteur HDX, si on veut utiliser les DSP, etc., tout en pouvant se connecter sur d'autres devices core audio, des devices core audio virtuels ou hardware, et également en fait des nouveaux devices virtuels qui ont été rajoutés avec cette fonctionnalité, qui sont ce qu'on appelle Pro Tools Audio Bridge, qui existent en différents nombres de canaux, donc de 2 à 64 canaux. Et ces liens en fait, audio ont plein d'intérêts, on va dire, pour interconnecter diverses applications. Et c'est vrai que dans nos workflows, l'application qui vient tout de suite à l'esprit, forcément, c'est l'Atmos Renderer, parce qu'on peut utiliser le Dolby Audio Bridge en plus de notre moteur de lecture, sans le sacrifier comme c'était le cas auparavant. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là et sur les différentes fonctionnalités des versions déjà disponibles? C'est tout bon? Alors, on va enchaîner. Sur le workflow, le nouveau workflow entre Media Composer et Pro Tools. C'est quelque chose qui, c'est une initiative qui a été lancée à l'échelle d'Avid. On sait que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On a tendance, en fait, dans une grande société ou dans beaucoup de sociétés où il y a des domaines d'activité des fois qui peuvent être un petit peu différents, comme ça peut être le cas entre l'audio et la vidéo avec Pro Tools et Media Composer. On peut avoir des équipes de développement qui sont concentrées sur des fonctionnalités qui concernent tel logiciel ou l'autre. Et l'idée, en fait, avec ce projet-là, c'était d'avoir en fait une équipe commune, voilà, ils ont eu en fait la mission de vraiment améliorer les choses. Et c'est ce qui est arrivé en fait avec la 22.12 de Media Composer, donc qui est sortie en fin d'année dernière et qui permet à Media Composer de créer directement des sessions Pro Tools. Donc ça a plein d'avantages. C'est vrai que jusqu'ici, tous les échanges entre Media Composer et Pro Tools ont toujours été faits au départ via l'OMF, ensuite avec l'AF. Mais ce format-là, en fait, a des contraintes et a des limitations. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément intégrer ou gérer en fait, à travers ce format-là. Donc c'est vrai qu'avoir Media Composer qui crée directement une session Pro Tools, on a 100% la main sur ce qu'on est capable de mettre dedans. D'accord ? Donc on va passer sur la partie démo avec Media Composer dans un premier temps. Donc là, on a une petite séquence. Et on va pouvoir... Je vais simplement vous montrer en fait, comment tout ça se concrétise dans l'application. Donc, on a nos options en fait, d'export d'une séquence classique comme on les connaît. Et ça, par défaut, enfin, la page dont on a l'habitude, ça va être un export QuickTime, un export AF, etc. En fait, depuis la 22.12, on peut maintenant directement créer une session Pro Tools. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des choses qui, peut-être que les monteurs vidéo n'ont pas encore 100% intégrées, j'en suis à peu près sûr, mais plus on... voir un petit peu ce que peut apporter toutes les fonctionnalités qu'on a en plus avec cet export-là, c'est assez intéressant. Donc, on va parcourir un petit peu rapidement en fait, les différents settings.
Donc, un petit peu à la manière de l'AF, on peut choisir d'intégrer les pistes vidéo et les pistes audio, ou que les vidéos, que l'audio, etc. Alors, ce qui est intéressant depuis les dernières versions, c'est qu'on peut inclure aussi les marqueurs dans la séquence. Et ça aura échappé à personne qui connaît un petit peu Media Composer ou qui a l'habitude de travailler avec des monteurs images. Mais toute la partie marqueur qui est nouvelle depuis la 23.6 dans Pro Tools est très cohérente avec ce qui existe dans Media Composer. En fait, on a les mêmes codes couleurs, on a les mêmes champs de commentaires, etc., les mêmes noms. Donc l'idée, c'est de récupérer tout ça. Quelque chose qui est déjà important, qui est déjà intéressant à faire, c'est qu'on peut avoir le choix, dans l'export des marqueurs, d'exporter tous les marqueurs ou de filtrer les marqueurs des pistes vidéo ou des pistes audio ou par couleur. Ça veut dire qu'un monteur vidéo, il va pouvoir se mettre des marqueurs qui lui correspondent à lui, d'accord ? Et s'il veut mettre des marqueurs qui à destination du mixeur, il va pouvoir par exemple choisir la couleur jaune et on va choisir de n'exporter que les marqueurs jaunes, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un petit point qui est important. L'autre chose aussi, c'est que quand on est dans un workflow sur une cellule de post-production où le mixage et le montage sont regroupés avec un stockage partagé, on va souvent travailler avec des médias MXF OP-Atom qu'on a dans Media Composer, et comme ça on link vers les médias directement. Mais dans le cas où on a un workflow où on doit transporter notre projet et donc la vidéo vers une cellule de post-prod externe, audio, une cellule de mix ou de montage son externe, en fait, souvent, on va plutôt utiliser un vidéo mixdown au format QuickTime. Et donc, on peut, à l'intérieur de cette session Pro Tools, avoir directement le fichier QuickTime qui va être disponible. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne en fait dans Pro Tools, si on fait un vidéo mixdown, on va se récupérer le fichier en question, le fichier plat vidéo, qui est déjà intégré et placé au bon endroit dans la session Pro Tools, et une piste de cut tracks. Donc en fait, toute la partie séquence et les cuts au niveau de notre séquence à vide vont être reportés sur cette cut track. Okay. Alors si on va dans les audio details maintenant, on peut voir qu'on a les mêmes types d'export, enfin d'options d'export qu'on peut avoir aussi au niveau des médias via l'AF. Mais il y a des choses quand même qui sont importantes. Alors déjà, en fait, au niveau il y a deux choses. Il y a les effets audio qui peuvent être faits par le monteur vidéo et les audio mixdown. Et depuis la dernière version de Media Composer, qui est la 23.8, on peut, dans l'export de session Pro Tools depuis Media Composer, intégrer, quand on fait un audio mixdown, un audio mixdown classique de piste, où on peut utiliser le Multimix Tool. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cet outil-là, mais ça permet de créer multiples vidéos mixdown dans lesquelles on va choisir quelle piste audio on va intégrer ou pas dans telle ou telle vidéo mixdown. D'accord ? Donc, encore une fois, comme exemple, on a ici en fait notre séquence récupérée de Media Composer. Et là, on a choisi de faire 3 audio mixdown, un avec tout le mix, un avec que les directs et un avec que les musiques et effets, par exemple. Voilà. C'est pour vous donner des petits exemples de ce qui est possible. Et tout ça est récupéré comme des pistes qui récupèrent le nom du multimix en fait, qui est utilisé dans Media Composer, etc., pour bien sûr s'y retrouver plus facilement. L'autre chose qui est importante, c'est la manière dont sont exportés les effets audio. Et donc les effets audio, on peut avoir 2 types d'effets audio dans Mediacom. On peut avoir des effets audio qui sont sur notre mixeur. Ici, j'ai un channel strip, par exemple, sur mes premières pistes. Et les effets qui ont été rendus avec
render effect, on va dire, sur le Media Composer, des effets audio, quels qu'ils soient, directement sur la timeline. D'accord ? Donc, comme ici, par exemple. D'ailleurs, autre chose, on peut voir ici, comme ça, quand on sera dans la session Pro Tools, vous verrez aussi, j'ai mis quelques petits marqueurs à droite à gauche sur les pistes vidéo, sur les clips audio, et on va voir un petit peu comment ils se transportent côté Pro Tools. Donc, en choisissant d'inclure les effets audio, en fait, la session Pro Tools va être créée avec 3 folders différents, dont un qui est actif, qui est le folder, qui n'est pas muté, on va dire, qui est le folder rendered, dans lequel, si on ouvre ce folder, on va avoir en fait tous nos audios, okay, et les 2 audios qui avaient été traités dans le MediaComp, en fait, sont tagués et sont colorisés en vert. D'accord ? Donc ça donne un code visuel et un repère très clair pour le mixeur ou pour le monteur son qui sait que c'est des sons qui ont été traités par le monteur image. D'accord ? L'autre chose, on va avoir aussi la même séquence, exactement la même séquence, dans un autre folder qui, dans ce cas-là, en fait, n'aura pas les effets rendus. Donc, voilà, ça sera les audios originaux, on va dire. Alors, on peut voir aussi dans ce folder-là les différents marqueurs qui ont été exportés avec les commentaires ou sans les commentaires, avec les codes couleurs, etc. Et tous les marqueurs vidéo, en fait, se retrouvent incorporés dans la piste vidéo. Et le 3e folder, d'accord, ça va être un folder où il n'y aura que les audios traités. Voilà, donc, c'est quelque chose qui donne pas mal de flexibilité en fait, après au monteur son et ou au mixeur pour pouvoir choisir ou filtrer les choses qu'il ne veut pas récupérer du monteur, plutôt que de devoir, jusqu'à présent, on pouvait éventuellement refaire l'import en choisissant de ne pas récupérer les effets. Voilà. Et une petite dernière chose par rapport à ce workflow-là, Media Composer, qui n'est pour le moment pas présent, mais qu'on a montré sur différents salons sous quelque chose qu'on appelle technologie preview, donc des choses sur lesquelles on travaille mais qui ne sont pas encore sorties. Et c'est la possibilité en fait, d'avoir une séquence exportée et qui a été créée, ou à partir de laquelle a été créée une session Pro Tools. On aura un folder vide, et dans ce folder vide, le mixeur ou le monteur son pourront venir déposer des audios qui correspondent au mix qu'il a fait ou à un prémix, etc. Et Media Composer pourra réouvrir directement cette session Pro Tools dans un bin, etc. Et dans ce cas-là, pour éviter d'avoir en fait, des choses énormes avec des tonnes et des tonnes de pistes, il n'aura que les éléments qui étaient placés dans ce dossier, tout simplement. Voilà, donc on va repartir sur la présentation. Autre chose qu'on a montré en fait, sur les derniers salons, donc, sur l'IBC au mois de septembre, on a montré 2 choses, et une de ces 2 choses, quelque chose je pense qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir le Spectral Editor de Isotope RX intégré directement dans Pro Tools. Donc, je vais vous montrer ça dans l'application, dans Pro Tools, directement. Donc, si je sélectionne ici dans Pro Tools, si on peut switcher sur Pro Tools, si c'est possible. C'est bon? Tout le monde voit bien? On a ce clip audio. Et donc, pour pouvoir intégrer RX dans Pro Tools, on utilise ce qu'on a déjà utilisé pour Melodyne, qui est le protocole ARA, en fait. Et donc ici, on va pouvoir soit faire un Melodyne, soit RX Spectral Editor. Donc, dans ce cas-là, on va sélectionner en fait notre clip. Et là, en fait, on a le Spectral Editor RX. Voilà. Donc,
tout n'est pas encore implémenté. Il manque encore des petites choses. Sur cette version-là, c'est encore une version alpha. Mais voilà, ça donne une idée de ce que ça va être. Donc là, on utilise le framework Isotope RX donne à disposition pour la partie ARA. Donc c'est en fait au final le Spectral Editor. Donc là, il y a un petit exemple, par exemple, une petite captation avec un sifflet au début. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc forcément, vous pouvez clairement le voir ici. Donc on a accès en fait aux différents. Tout le monde est relativement, je pense, familier de l'outil RX. Mais les différents modes de sélection, lasso, peinture, etc., l'outil magique. Et donc, voilà, on peut faire ce genre de choses, clac, et à partir de là, on va avoir accès, ici, si je déplie mes réglages, en fait, aux deux modes en fait, qui sont le mode Attenuate et Replace, avec voilà, les différents paramètres RX en fait, qui correspondent à ces deux modes. Voilà, donc si je fais simplement en fait, un Attenuate, je vais lancer mon process et je vais pouvoir écouter en fait, le résultat. Alors, il ne l'a pas fait, on va le refaire. Voilà. Donc on monte un petit peu, il est en mode Attenuate, mais on peut utiliser, on a une fonction undo ici qui permet de revenir à l'état précédent. On peut faire un replace à la place. Et voilà, ce genre de choses. Et l'idée, c'est, quand tout ça sera disponible, c'est d'avoir cet outil-là en fait, intégré avec toutes les versions de Pro Tools. Donc ça permettra d'avoir un très très bon outil de nettoyage sonore directement intégré à l'application. Et donc, comme vous voyez ici, ça vient s'incorporer à l'endroit où on a nos clip effects, etc. Voilà, le clip editor, etc. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Je ne m'étais pas arrêté entre la partie Mediacom Pro Tools. Il y avait peut-être aussi des questions. J'en vois deux dans la salle. Oui, par rapport à l'intégration de Isotope, c'est valable à partir d'une certaine version d'Isotope. Et est-ce qu'il y a, comme pour Melodyne, une version light qui est inclue avec Pro Tools, ou est-ce qu'il faut payer une version advanced d'RX? C'est difficile d'être complètement sûr avant que ça soit sorti, parce que les plans d'aujourd'hui peuvent être différents demain, on va dire, au moment de la sortie. Mais l'idée, c'est d'avoir ce que je viens de vous montrer, le Spectral Editor, c'est de l'avoir dans Pro Tools par défaut, en fait. Voilà. Alors, c'est une base d'RX 10. Là, c'est ce qu'on a là aujourd'hui. Mais cette partie Spectral Editor sera intégrée à Pro Tools. Alors, Isotope, en fait, n'intègre pas toute sa palette d'outils RX dans la partie ARA, en fait, qu'on utilise pour l'intégrer dans Pro Tools. Donc, c'est vrai que tous les modules un peu intelligents des clics, qui enlèvent le vent, etc., tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir traiter, entre guillemets, à la main dans le Spectral Editor, mais c'est des choses qui vont quand même nécessiter RX. Donc, ça ne va pas empêcher d'utiliser RX aussi le soft complet en parallèle, quoi, quelque part. Il y a une autre question dans le fond, je crois. Bonjour à tous. Oui, rapport au RX aussi, à l'intégration ARA 2, est-ce qu'il y a une notion d'historique ou sur le clip? Est-ce il y a moyen de revenir à l'original? Oui. Et voilà, comment c'est géré? Oui. Si on peut revenir sur la... Effectivement, en fait, on a ce bouton-là qui permet de revenir en fait, à l'état original du je ne sais pas si tu vois. Donc, si je resélectionne le clip plus tard, il y aura toujours le bouton pour revenir à l'original. Voilà. Donc Pro Tools, il garde dans sa region list, il garde l'original et la...
Après, contrairement, je pense, au Melodyne, où il y avait beaucoup de choses qui pouvaient rester tout le long du projet vraiment en temps réel et non traitées. En fait, dans le cas d'RX, il faudra faire le process relativement souvent, on va dire. Mais on pourra quand même revenir en fait, à l'état d'origine. Parce que là, tout ce que tu fais, ça reste en réel en fait, dans la session, c'est ça? Pour le moment, oui. Ouais. Ce qui est bien aussi. Okay. Après, quand j'appuie, en fait, quand j'appuie sur le process, quelque part, il crée dans un cache quelque chose, etc., pour lire quand même un son et que ça ne soit pas forcément streamé via le CPU tout le temps. Après, on a effectivement aussi, dans l'intégration, comme on l'a fait avec Melodyne ou RX, en fait, les notions de edit, bypass, clear, render, etc., qui sont le framework ARA qu'on a mis en place, en fait. Et donc, ça permet aussi de revenir, enfin, de mettre en bypass ce qu'on a pu faire pour écouter l'audio original, etc. C'est bien parce que si tu traites des directs ou des choses, tu peux revenir à l'original et recommencer ou plus tard, au mix, ou je sais pas. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Oui. Je la lis. L'export au format PTX depuis Avid est une très bonne chose. Dans le même esprit, l'export dans Pro Tools au format DAW Project est-il prévu à l'avenir? Je ne sais pas. C'est des choses qui sont, à mon avis, toujours grandement réfléchies par tout éditeur de stations de travail audio numérique, on va dire. Donc après, effectivement, il y a eu dernièrement quelques initiatives en fait, d'autres fabricants ou d'éditeurs tierce partie pour essayer de remettre un petit peu ce format d'échange un peu universel sur le tapis. Donc, voilà. Après, je pense que si ça se met en place et si ça devient quelque part un standard, je pense qu'il y aura toujours, ça sera toujours grandement réfléchi par les gens du développement produit chez nous, hein, tout à fait. Ouais. À suivre. C'est bon? L'intégration de RX en ARA est prévue pour quelle version de Pro Tools? Alors, pour le moment, on ne le sait pas. Enfin, on ne le sait pas. Il n'y a pas d'annonce ou de communication qui avait été faite par rapport à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça technologie preview, mais ça va être très rapide. Voilà. Donc, on espère. Ça pourrait être dans la prochaine version, mais ça peut être dans une version ultérieure. À confirmer. Alors, on va maintenant parler sur la partie présentation. On va maintenant parler un peu plus en détail de la partie Atmos, Dolby Atmos et Pro Tools, le workflow avec Pro Tools. On a, encore une fois, au fil des versions, vraiment agrémenté les choses pour que le travail soit le plus aisé possible. Donc sur les dernières versions, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'intelligence entre Pro Tools et le renderer pour pouvoir récupérer les configurations automatiquement. Enfin, plein de petites choses qui ont été faites pour rendre les choses plus faciles, plus simples, on va dire. Voilà, l'intégration, le fait d'avoir un object fold down en fait, qui a été intégré aussi dans les versions qui sont arrivées depuis l'année dernière, qui permet aujourd'hui déjà en fait, d'ouvrir une session avec un bed et des objets et quand même pouvoir l'écouter, même si on n'est pas dans les conditions optimum. À travers un renderer, on peut quand même écouter des choses. Pour la partie offline bounce, donc la création d'un ADM à partir de Pro Tools, on a rajouté
pas mal de choses, y compris en fait les live, tous les re-renders à différents formats, 7.1, 5.1, etc., en fait, qui peuvent être intégrés directement dans l'export ADM en sortie de Pro Tools. Alors, ce qui est important quand même aussi, et on revient sur ce que j'ai déjà expliqué sur les nouveaux formats de pistes et de bus dans Pro Tools. Donc, on va jusqu'au 9.1.6 aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà, en termes de routing, avec ce qu'on a aujourd'hui entre Pro Tools et l'Atmos Renderer, si on est dans un mode où on utilise en fait le renderer Dolby sur la même station et qu'on fait des allers-retours entre Pro Tools et le renderer, le fait qu'on ait maintenant des bus et des pistes 7.1.4 ou 9.1.6, etc., ça permet de récupérer beaucoup plus facilement ce qui revient du renderer, que ce soit la sortie principale du renderer ou les library renders qui peuvent être comme ça réintégrés directement sans faire de multiples pistes. On pouvait le faire, forcément, mais c'était pas forcément très clair pour les gens qui n'étaient pas très familiers du workflow. Donc voilà. Après, tous ces formats de pistes permettent aussi d'intégrer du 7.1.4 et du 9.1.6 dans les plugins aussi. Donc tous les plugins AX, on a de plus en plus de plugins qui fonctionnent jusqu'au 9.1.6. On a des choses chez Sound Particle par exemple, qui créent en fait des textures ou des éléments en fait pour l'Atmos qui sont directement en fait à ces formats-là. Et donc on en vient aussi dans ce même esprit avec ces nouveaux formats de pistes. Ça permet aussi, quand on bosse en mode si on enregistre par exemple nos library renders directement dans Pro Tools, on peut les faire au bon format. Ça a quelque chose qui est aussi extrêmement pratique, c'est que ce qu'on appelle en fait les bus objets en fait, parce que les objets on les a toujours considérés comme des objets mono, stéréo, et on fait un routing vers ces bus mono ou stéréo, mais c'est vrai que pas mal d'utilisateurs, de mixeurs, de monteurs de son se sont habitués à créer en fait des bus qui sont assignés à des objets mono, on va dire, mais qui sont considérés comme un bus, par exemple 9.1.6 dans Pro Tools. Et donc ça permet de gérer des effets ou certaines choses en fait plus facilement comme ça. Et donc le fait d'avoir ce format de bus processing et à ces formats de pistes directement, c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus simples. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ces concepts-là avant qu'on aille sur la partie nouveauté. Donc, encore une fois, technologie preview, donc on montre cette chose-là un peu en avance de phase. On l'a déjà montré sur des salons précédents, mais encore une fois, pour rendre les choses encore plus simples dans le workflow Dolby Atmos, va être intégré dans Pro Tools la partie renderer Dolby intégrée directement dans le soft Pro Tools. Donc je vais vous montrer ça en détail parce que c'est important de voir comment ça s'organise, de voir ce que le renderer interne est capable de faire et n'est pas capable de faire, parce que l'idée, c'est que c'est pour rendre les choses très simples pour une salle de montage, pour du prémix, pour la musique aussi, parce que c'est quelque chose qui est devenu une réalité dans la partie musique aussi, et ça doit être quelque chose le plus simple possible. Donc on va partir sur Pro Tools. Parfait. Donc, comment ça fonctionne?
Alors déjà, en fait, on a une nouvelle fenêtre, ici, qui correspond à la fenêtre du Dolby Atmos Renderer. D'accord ? Et donc, pour avoir accès à ce Dolby Atmos Renderer, ce qui a été implémenté, ou ce qui va être implémenté dans les futures versions de Pro Tools, c'est ça va se gérer maintenant, ça va plus se gérer dans la partie périphérale, ça va se gérer directement, entrée-sortie et gestion de tout ce qui est renderer dans l'IO Setup. D'accord ? Donc on va zoomer un petit peu, comme ça sera un peu plus clair. Et donc, la première chose qu'on doit faire quand on gère notre Dolby Atmos Renderer, c'est de définir notre monitor pass, okay, au format sur lequel on va travailler. D'accord ? Donc on peut choisir stéréo, on peut choisir 5.1, on peut choisir 7.1.4. Et le Dolby Atmos Renderer nous permet de gérer en fait des bus d'écoute jusqu'au 9.1.6. Donc on est dans ce type de configuration. Donc jusqu'au 9.1.6, on va pouvoir utiliser l'internal renderer. Si on veut des formats d'enceintes en fait avec plus de speakers plus complexes, on va continuer à utiliser le renderer, le Dolby Atmos Renderer classique de Dolby. Voilà. Mais après, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est quelque part logique. Alors c'est déjà des choses qui correspondent au framework que Dolby en fait, partage pour pouvoir intégrer dans les différentes stations de travail. C'est la base. Mais effectivement, quand on va passer sur des systèmes d'enceinte plus importants, souvent, c'est qu'on va être dans des salles de mixage plus grosses, avec plus de stations de travail, là où, avec des choses plus lourdes à mixer, donc là où le renderer peut tout à fait... c'est logique qu'il se retrouve soit sur une des stations Pro Tools pour décharger les autres, soit sur carrément une station complètement dédiée. D'accord ? Donc, première étape, comme j'expliquais, on gère notre sortie monitoring. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait une sortie 7.1.4 directement. Ensuite, c'est ça qui est nouveau, on a un nouvel onglet dans le l'IO Setup qui est l'onglet Renderer. Et donc, l'onglet Renderer, on a un bed, des objets. Après, on va créer en fait la config qui nous intéresse. On n'est pas contraint à quelque chose. Alors, on a en fait un système qui permet de créer par défaut notre config Atmos sans rien faire. Donc, si on fait un default avec soit des monos, soit des objets de mono, soit des objets stéréo, il va nous créer un bed et puis 118 objets mono ou la moitié d'objets stéréo, voilà, tout simplement. Et donc, tous ces objets-là, une fois que c'est créé, il y a quelque part plus rien à faire, les objets sont là, les beds sont là, et il n'y a plus qu'à les récupérer et à les assigner dans les pistes dans Pro Tools. Il n'y a plus de busing complexe à faire, etc., pour envoyer vers le renderer. D'accord ? Donc on peut voir ici que si on veut se faire notre propre configuration, on peut créer tant d'objets mono, tant d'objets stéréo, tant de beds, etc. On peut se faire la config qu'on veut, on peut la nommer comme on veut. On peut les coloriser ici. On peut choisir une petite couleur pour lui donner, pour taguer les choses de manière différente. On peut les assigner à des groupes, d'accord, comme dans un renderer classique. Donc en fait, la gestion en fait, des groupes peut se faire à partir d'ici. On peut créer des groupes, on peut gérer nos groupes à partir d'ici, etc. Ce qu'on peut faire dans cette fenêtre-là également, c'est la gestion en fait, des trim et down mix. Donc on peut utiliser les trim et down mix par défaut. On peut créer en fait, des down mix et des trim personnalisés qui seront appliqués en fait, au monitoring, au re-render et puis à l'export ADM. On peut même se faire des presets pour ça, etc. Directement dans Pro Tools. Donc, on a nos beds, on a nos objets, etc.
via en fait l'intégration qui est montrée aujourd'hui et qui sera l'intégration en fait dans une version à venir, on gère en plus du monitoring quelque part que fait notre renderer, on gère 2 live re-render. Un live re-render qu'on appelle loudness et donc qui peut être soit désactivé pour ne pas prendre de ressources CPU supplémentaires, soit stéréo, soit 5.1. D'accord ? Donc le 5.1 pour pouvoir l'utiliser pour une mesure loudness à l'intérieur de Pro Tools ou le renvoyer sur quelque chose d'autre, on va dire. Et pour ce qu'on appelle le Live Headphone Re-render, donc pareil, on peut le désactiver, mais il peut être en mode soit stéréo, soit binaural. Donc on va voir un petit peu comment tout ça se matérialise précisément dans Pro Tools. D'accord ? Alors, déjà, on va rafficher notre petite fenêtre Atmos Renderer. Okay, donc, c'est quelque chose qui doit vous être familier, mais ici, en fait, toute la gestion des entrées, nos différentes bus de monitoring en fait en temps réel, du maximum qu'on a défini avec le monitor pass jusqu'au binaural. On peut muter nos beds, nos objets, etc. On a accès à tout ça. Donc si je lis un tout petit peu de son, voilà, pour vous montrer. Donc, c'est encore en chantier, on va dire. Donc il y a des petites choses graphiques qui ne sont pas encore les choses définitives, mais voilà, on a l'idée, on a la représentation ici de notre système d'écoute, etc. On a nos différentes vues et les informations qui sont liées aux vues dans notre renderer. D'accord ? Alors, c'est bien de voir la fenêtre, mais comment on récupère en fait tous les éléments, comment on voit en fait les différentes choses. Donc si on va dans notre mixeur Pro Tools, d'accord. Ici, on a ces 3 dernières pistes qui correspondent à quelque part ce que je génère. Donc déjà, en fait, il y a un master fader qu'on va créer et qui s'appelle renderer out. Donc c'est pas un master fader d'entrée et de sortie, il est tagué comme renderer. Donc dès que le renderer est actif, on va avoir ce master fader qui va s'afficher. Si on ouvre la même session sur notre portable et qu'on n'a qu'une sortie stéréo sur notre portable, en fait, il va simplement nous proposer, il va voir que c'est le monitor pass. Il va garder toutes les informations, mais il va voir que le monitor pass n'est que stéréo, donc il va proposer de créer un master fader en conséquence. Et inversement, si on revient. Donc l'idée aussi de ce renderer interne, c'est d'avoir des échanges entre les stations basiques et plus complexes, vraiment très, très simples. Et après, là, j'ai créé deux aux inputs, d'accord, une 5.1 pour le loudness et une binaurale, d'accord. Et en termes d'entrée, en fait, on va voir, plutôt que de choisir une entrée physique ou un bus, on a, ou une entrée de plugin, ça vous connaissez, mais on a en fait tous les re-renders. Donc on a accès du coup à l'entrée 5.1 et à l'entrée stéréo qui correspond au binaural pour celui-ci. Voilà. Donc si on se met ici, ça va être mon re-render binaural. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il n'y a que ça à faire pour pouvoir écouter les différents éléments. Donc ici, par exemple, sur mon re-render 5.1, Live Re-render 5.1, ben, je vais avoir mon UGen pour monitorer mon mix. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut utiliser la même session et pour telle ou telle raison, parce qu'on a besoin de plus de Live Re-render ou une config d'écoute plus importante, et on veut utiliser en fait le renderer Dolby classique. Comment ça se passe? On retourne dans l'IO Setup. C'est très simple. Ici, on a le petit onglet qui est ici, s'il veut bien, et on va switcher entre internal et external.
Donc on va avoir exactement les mêmes assignations dans Pro Tools. Dans notre mixeur de Pro Tools, les assignations vont rester exactement les mêmes. D'accord ? La seule chose qui change, c'est qu'on va avoir une assignation vers la sortie physique. Donc ça va être une sortie physique d'interface si on est sur un renderer externe, ou le Dolby Audio Bridge, dans ce cas-là, si on est sur notre avec le renderer qui tourne sur la même station. Voilà. Ce qu'on voit aussi ici, c'est on a ce petit bouton qui est orange qui s'affiche, donc on peut aussi, on peut le faire jusqu'ici, récupérer en fait l'input config qui est actif dans le renderer et l'appliquer en fait ici tout simplement. Voilà. Et donc ici, bien sûr, on peut choisir notre host, etc. Donc sur la même station ou sur une des stations de travail. Encore une fois, l'idée d'avoir un renderer interne, c'est vraiment de rendre les choses faciles, simples et beaucoup faciliter les échanges et on va dire les trajets, le voyage entre les différents éléments. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur cette partie renderer Dolby? Merci. Petite question, la sélection Trim and Down Mix qu'on retrouve dans la fenêtre du Dolby Renderer est la même sélection qu'on retrouve dans l'IO? Alors attends, hop. Redis-moi ça, excuse-moi. La sélection Trim and Down Mix qu'on trouve dans cette fenêtre, est-ce que c'est la même qu'on retrouve dans la fenêtre du Dolby Renderer? C'est ça. D'accord, donc ça permet de faire la même chose. Et est-ce qu'il serait envisageable, du coup, d'avoir la même chose pour le binaural mode? Parce que là, du coup, pour tout ce qui est... En fait, pour le binaural mode, on a accès au binaural mode en fait, par ici. Effectivement, j'en ai pas parlé. Ouais. C'est de ça dont tu parles? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, en fait, toute la partie accès au réglage NIR mid-far, en fait, par objet, est sélectionnable directement dans l'IO Setup. Ok. Et en fait, je posais cette question tout simplement parce que le fait de gérer le binaural mode par cette fenêtre-là ne permet pas de le faire en direct et d'écouter en direct les changements qui sont effectués. C'est ça? Tout à fait. Alors, effectivement, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui va être intégré en suivant. Ok. Bon, voilà. Parfait. Merci. Merci. Tu disais que les re-renders, du coup, seront pas implémentés en plus de juste ce loudness. Ça veut dire qu'on sera obligé d'utiliser toujours le renderer pour plus que ce re-render-là? Ça sera à voir, parce que là, c'est ceux qu'on a intégrés, qu'on va intégrer au départ. Il y a... en fait, Dolby laisse l'accès à un certain nombre de live re-renders. Donc là, on a décidé d'implémenter, pour ne pas complexifier aussi quelque part l'outil, aussi, de mettre les deux principaux, on va dire. Voilà. Mais on réfléchit déjà en fait, à quel autre type de live re-render on souhaiterait. En fait, le meilleur exemple, c'est le 7.1.4, parce qu'il y a des workflows où on est en 9.1.6 et on veut avoir un 7.1.4 tout le temps pour pouvoir, par exemple, écouter le spatial audio Apple, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, voilà. Après, tous ces re-renders, c'est des live re-renders, donc ça n'a aucune incidence sur ce que Pro Tools est capable de... On peut avoir l'internal renderer et faire des re-renders à l'export. Quand on fait le bounce de l'ADM, on peut créer en même temps des re-renders 5.1, 7.1, 7.1.4, 9.1.6, etc. Et on a tout le loisir de faire ce qu'on veut quand on fait l'export. Là, on parle vraiment des live re-renders, du coup. Bonjour. Avec l'intégration du renderer, est-ce qu'on pourra générer des IMF, IAB, des fichiers comme ça après? Alors, pareil, ça pourra être éventuellement des choses qui seront implémentées par la suite, mais voilà, pour le moment, là, on ne parle que du monitoring et des éléments qu'on
qu'on gère dans la session au moment de travailler. Et la partie, voilà, la partie gestion de fichiers, export, etc., c'est quelque part quelque chose qui tourne, enfin, dont on réfléchit en parallèle, si vous voulez. Donc à suivre, parce que bon, voilà, c'est déjà toujours un boulot qui n'est pas, c'est pas trivial d'intégrer ces choses-là dans le logiciel pour que ça soit efficace et simple. On comprend aussi que toute la partie des bus et tracks au-dessus du 7.1, enfin jusqu'au 9.1.6 ont dû être intégrés en amont pour pouvoir le gérer correctement dans Pro Tools, etc. Donc ça, voilà, ça explique un peu aussi le cheminement des choses, quoi. Bonjour, je ne suis pas utilisateur quotidien de Pro Tools, je suis sur une station, mais là, ça veut dire que je peux faire un import d'un ADM file et l'intégralité de ma session reprend l'ensemble de ce que j'ai fait sur une autre station. Ça, c'est le cas depuis quasiment le début de Pro Tools qui fonctionne en Atmos. On peut importer en fait un ADM et ça s'ouvre un peu comme un AF. Il va créer des pistes, une piste objet, des pistes objets, une piste bed avec toutes les données d'automation de panne qui sont présentes dans l'ADM et on va pouvoir retoucher une session de cette manière-là. Et donc là le renderer suit et prend automatiquement la configuration. C'est ça. Je savais qu'il y aurait quelques questions quand même. Ouais. Ouais, du coup, je rebondis sur les questions d'avant. Si on importe un ADM et qu'on fait une modif dedans, ce qu'on disait, donc je sais pas, une confo, une coupe, quelques modifs sur les objets ou des choses comme ça, on peut réexporter l'ADM et il peut repartir comme ça. Oui. Ok. Tout à fait. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ok. Alors, on va maintenant passer un petit peu à la suite de ce dont on vient discuter au niveau des configs Dolby Atmos. On a annoncé en fait, c'était au mois de fin juin ou juillet, la disponibilité en fait et l'arrivée des nouvelles interfaces, dont le MTRX Studio. Enfin, dont le MTRX2, pardon. Et donc, c'est des choses qui, dans le MTRX2, on a en fait la possibilité d'avoir l'option Thunderbolt 3 qu'on a aussi sur le MTRX Studio, d'accord. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant en travaillant en fait dans des workflows Atmos. Alors déjà, effectivement, il y a les capacités du MTRX2. Bon, ça, c'est un petit récap de ce que ça fait, mais en termes de grille, même de summing, en fait, parce qu'aujourd'hui, avec le MTRX2, on peut faire un summing sur 64 sorties. Donc, il y a peu de gens qui utilisent ça, mais c'est possible. On peut, du coup, sommer, en fait, plusieurs sources 64 canaux, par exemple, et il y a dans quelques workflows, les gens utilisent cette fonctionnalité-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Thunderbolt, l'option Thunderbolt, en fait, gère 256 canaux à 48 kg et à 96 kg, d'accord. Et ça permet en fait des choses vraiment intéressantes et malines en termes de workflow. Alors, sur le MTRX2, encore une fois, on pourra le voir tout à l'heure pour ceux qui sont là et revenir derrière, voir un petit peu comment tout ça s'organise. Mais la config de base du MTRX2, c'est 256 canaux de Dante à 48 par défaut sur l'interface, le Digilink en 64 canaux, le MADI en 64 canaux, et puis après, on va pouvoir agrémenter ça de l'option Thunderbolt, de MADI supplémentaires, etc. etc. Donc, et si je vais juste vous montrer quelque chose rapidement sur la station.
si vous voulez bien. C'est vrai que la conjonction dans une config de mix ou d'Audi du Digilink et de toutes les entrées-sorties Digilink qu'on peut avoir sur le MTRX, sur le MTRX2 et le Thunderbolt, ça apporte en fait plein de nouvelles manières de voir les choses, on va dire, parce que par exemple dans mon cas actuel, en fait, j'utilise, j'ai 256 canaux disponibles. Là, pour le coup, je suis vraiment qu'en Thunderbolt là pour la démonstration, et du coup, j'utilise une partie du Thunderbolt pour Pro Tools, d'accord. Et au niveau de mon renderer, j'utilise l'audio bridge pour récupérer en fait le flux, mais je pourrais l'utiliser aussi en mode patch classique, parce que je peux tout à fait sortir 128 sorties via le Thunderbolt depuis Pro Tools et les re-rentrer en connexion physique dans le renderer en entrée, et ça permet après coup de faire du cross-patch un petit peu comme on veut à travers la matrice du MTRX, donc ça peut être intéressant. Là, dans ce cas-là, j'utilise le Dolby Audio Bridge, mais c'est des choses qui peuvent être aussi faites complètement physiquement avec de la connexion soit Digilink, soit MTRX. C'est intéressant aussi parce que on peut se servir en fait le core audio ou l'Asio Driver Thunderbolt qui est utilisé sur le MTRX 2 et sur le MTRX Studio est vraiment très basse latence, c'est-à-dire qu'on peut même tout à fait imaginer d'utiliser juste la carte Thunderbolt pour router des choses entre stations, entre applications, on va dire. Et donc là, juste des petits exemples comme ça, mais en fait, j'ai mon renderer en fait, qui arrive ici sur des entrées, sur certains canaux du Thunderbolt qui arrive ici, mon Media Composer sur d'autres canaux du Thunderbolt, forcément mes Live Re-Render arrivent sur d'autres canaux, mais j'ai pu récupérer ma sortie Apple Music et pareil, la router comme source d'entrée sur, on va dire, les canaux de 192 à plus 12 canaux, on va dire. Ici, le Krotos Studio, par exemple, Soundminer, tout ce qu'on veut. Donc, on peut, ça permet vraiment de faire des choses assez malines. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, on peut combiner même ça avec quelque chose, un logiciel d'Audio Movers qui s'appelle Omnibus, et qui, dans sa dernière version, est extrêmement puissant en termes de routing entre éléments core audio. Donc, par l'Omnibus, on peut rerouter des canaux de la carte Thunderbolt vers d'autres canaux de la carte Thunderbolt. Enfin bon, voilà, ça peut être extrêmement flexible. Alors, effectivement, et cette carte Thunderbolt, elle est, si on revient sur la présentation, elle est présente aussi, pour le coup, sur le MTRX Studio qu'on connaît depuis pas mal de temps. Donc c'est pour tous les MTRX Studio. Hein. Les premiers qui ont été installés peuvent accueillir cette option-là. Donc dans le cas du MTRX Studio, la partie Thunderbolt en fait gère 64 entrées-sorties en 48 et en 96. Et encore une fois, voilà, ça permet plein de combinaisons entre Digilink et Thunderbolt comme Soundminer et le Dolby Atmos Renderer. Voilà. Donc avec toute la puissance du DADMAN pour faire tourner tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur l'interface, sur l'environnement MTRX, sur la configuration? J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais l'interface Pro Tools Carbon, qui est sortie il y a quelques temps déjà, en 2020, avec une utilisation au départ plutôt musique, mais c'est depuis la 23.6 avec les fonctionnels, enfin la possibilité d'avoir une section de monitoring, la section de monitoring gérée directement depuis l'interface. Voilà, ça peut vraiment
la rendre aussi intéressante pour des petites salles, petites ou moyennes, on va dire. Alors on ne peut pas faire du 7.1.4, il faut en avoir conscience parce qu'on n'a que 10 sorties analogiques en sortie de l'interface. Donc on peut moduler que 10 canaux de sortie différents, mais ça permet, il y a plein de workflows où un 5.1.4 peut être complètement suffisant, voire un 7.1.2. Le 5.1.4 étant peut-être le plus intéressant dans ce cadre-là avec 10 canaux, je pense. Et c'est une interface qui inclut aussi du DSP, d'accord ? Donc on peut utiliser en fait cette interface-là pour traquer, pour enregistrer sans latence, comme on le fait aujourd'hui sur un HDX. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu à l'origine du moteur hybride HDX, en fait, l'hybrid engine qu'on a dans Pro Tools depuis quelques temps maintenant, et qui, à l'origine, avait été développé pour le Pro Tools Carbon. On trouve même, alors ça s'applique au HDX et au Carbon, mais on commence à trouver des gens qui veulent enregistrer et traquer, donc sans latence, dans un environnement immersif. Et c'est là où, pour le coup, en fait, le busing 7.1.4 ou 9.1.6 de Pro Tools peut être intéressant, parce que là, on n'est pas spécialement dans une phase de mix où on doit avoir toutes les fonctionnalités du renderer pour pouvoir monitorer ce qu'on est en train de faire, mais on peut simplement en fait, transiter par un bus 5.1.4, 7.1.4, etc., 9.1.6 à travers le mixeur HDX ou dans le cas du Carbone, et pouvoir monitorer sans latence ce qu'on est en train de jouer ou ce qu'on est en train de faire dans un environnement, sur une écoute Atmos. Donc ça, c'est un peu un petit détournement, on va dire, mais on a de plus en plus d'utilisateurs qui font ça, parce qu'ils sont... Effectivement, c'est plutôt quelque chose en mix, mais il y a de plus en plus de gens ou d'artistes qui veulent avoir en fait une petite idée de ce que ça va donner, même pendant l'enregistrement. Voilà. Des questions là-dessus ? Alors, je vous propose de terminer la présentation sur les différentes nouveautés qui sont apparues en fait avec le Yukon en fait 2023.6 qui est sorti au mois de juin. Du coup, pour toute la gamme de surfaces de contrôle à vide, donc de la vide contrôle à la S6. La première, et je pense pour moi la plus intéressante, en fait, c'est ce qu'on appelle inter-application soft keys. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité en fait, de créer des soft keys, donc des macros dans l'environnement Yukon, qui vont, telle commande, chaque commande peut aller taper telle ou telle application. Et d'ailleurs, en fait, depuis la 23.6, on supporte en plus des applications Yukon classiques des stations de travail. Le Soundflow a été aussi yukonisé. Donc, tout le monde a un peu l'habitude d'utiliser Soundflow avec des Stream Deck ou d'autres, ou des tablettes ou des choses comme ça, ou juste des raccourcis clavier. Mais maintenant, c'est une autre manière de commander des macros Soundflow à travers des soft keys, soit sur tablette, soit sur S4, soit sur S6, etc. Sur la partie Yukon simple, on va dire, pour les S1 et les docks, il y a la possibilité aussi maintenant de choisir quelles applications Yukon vont venir s'éclater sur la surface de contrôle. Si on passe de deux ou trois applications Yukon, il y a certaines applications qui sont yukonisées, mais qu'on n'a peut-être pas forcément envie de rester sur une application en particulier. Donc on va pouvoir choisir vraiment les applications sur lesquelles, quand on focus dessus, on a les pistes qui s'étalent sur la console. Et bien sûr, en fait, on a toujours l'accès pour pouvoir verrouiller pour le transport et pour le monitoring telle ou telle application Yukon.
Et dans cet esprit-là, ça c'est pas un soft à vide, mais c'est un soft tierce party qui est disponible depuis cette année, qui est fait par Ground Control, qui s'appelle Sphere, qui permet sur des petites configurations où on n'a pas forcément les moyens d'avoir une interface comme un MTRX Studio ou un MTRX, et qu'on veut avoir de la souplesse au niveau du monitoring et que ça soit contrôlé depuis nos surfaces de contrôle, on peut utiliser cet outil-là, qui est une espèce de module monitoring logiciel. Donc forcément, il y a un peu de latence, mais voilà, en mixage, ça peut être des choses qui peuvent s'envisager complètement. Et en fait, chaque module d'entrée, chaque module de sortie, on va choisir un périphérique core audio. Donc ça peut être soit des périphériques virtuels, type Pro Tools Audio Bridge ou Omnibus ou ce genre de choses, soit des entrées-sorties physiques. Donc ça peut être une sortie HDMI pour attaquer un moniteur, une télé, ou en plus de nos speakers, nos sets de speakers principales, etc. Et donc tout ça, en fait, on le récupère comme des clés d'écoute et des clés de sortie, en fait, sur notre dock, sur notre avis de contrôle, sur notre S4 ou S6. Par rapport à ce type de configuration comme celle-ci, on a la possibilité via la dernière version Yukon, la 23.6, de rajouter sur une configuration comme celle-ci, par exemple, une tablette supplémentaire. Donc, en général, on peut avoir une S1, multiple S1 avec une tablette par S1, et puis la tablette principale qui va être la tablette sur laquelle on va avoir les onglets Track, Channel, Soft Keys, etc. Et l'idée, c'est qu'on peut en rajouter encore une autre si on veut garder, par exemple, le cas typique à l'écran, ou on veut garder notre channel strip pour avoir accès, dans ce cas-là, au PAN, ou après au EQ dynamique, etc. Et on peut avoir sur notre tablette, on a une page un petit peu condensée dans laquelle on a les réglages principaux du monitoring, les sélections d'entrée et de sortie, le compteur Pro Tools et les soft keys. Et donc, ça peut agrémenter la configuration avec des accès un petit peu plus directs, du coup. L'autre chose qui est arrivée avec la 23.6, effectivement, c'est aussi, on a vu les marqueurs dans Media Composer, dans Pro Tools, mais on les a maintenant également dans la fenêtre avis de contrôle. Donc on a une visualisation aussi des marqueurs. On peut aller se balader de marqueur en marqueur à travers l'application. C'est aussi quelque chose de visuel, donc avec quelques settings qui permettent de configurer ça, soit sur la partie supérieure, soit sur la partie inférieure de l'application avis de contrôle. L'autre chose, c'est la possibilité, alors ça c'est des choses qu'on peut faire depuis quelques temps sur les S4 et S6, mais maintenant depuis pareil le mode channel strip sur l'application avis de contrôle, on a la possibilité en fait de faire un cycle, un cycle, de passer à travers les différents, si on a plusieurs EQ, plusieurs dynamiques, on va pouvoir le faire en tapant sur le bloc et ça va changer les différents EQ dynamiques avec l'affichage du nom pour pouvoir s'y retrouver effectivement. Et la dernière chose concernant cette version-là, c'est également en fait, le support des nouveaux formats de pistes pour qu'on puisse afficher des pistes 9.1.6, des pistes 7.1.4 sur nos surfaces de contrôle Yukon et avoir en fait une compatibilité complète avec les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans Pro Tools. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci.